J'ai l'impression que quand t'es une fille et que tu t'exposes, t'es beaucoup plus susceptible d'être critiquée sur ton physique, sur ce que tu dis. J'en ai eu des messages, elle est trop moche, elle fait pitié, ou pareil on disait c'est la sœur de Seb Lafrite. Enfin, c'est forcément t'es rattaché à un mec si t'es un peu connu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans Moonwalk, j'ai le plaisir d'accueillir Adèle Castillon. Elle est youtubeuse, comédienne et chanteuse. Elle est hyper talentueuse. Elle a commencé sa carrière à 13 ans. Du coup, elle va avoir plein de choses hyper inspirantes à nous raconter. Pour l'occasion, on est au bar à Bulle, Moonwalk Adèle Castillon. C'est parti. Salut Adèle. Salut. T'étais fan d'Hannah Montana? Direct. Direct. Bien sûr. Je suis toujours très fan d'Hannah Montana. Hier, on m'a donné un conseil pour essayer de rentrer en contact avec elle. Il paraît que Miley Cyrus répond aux commentaires sur TikTok. Donc je pense que je vais lancer ma communauté. Faut que je la voie, faut que je la rencontre. Pourquoi t'as envie de discuter avec elle? Mais parce que c'était mon idole, c'est elle qui m'a donné envie de chanter quand j'étais petite. C'est vrai? Tu regardais tout le temps la série? Ouais, et on m'avait offert un DVD d'un de ses concerts, donc un de ses lives. Et je le connaissais par cœur, j'apprenais ses chorés et tout. Non, c'était vraiment, c'est de là qu'est venu vraiment mon amour pour la musique, les prémices. Et petite aussi, tu traînais aussi beaucoup sur Internet. Ouais. Direct. Ouais, direct. Je me suis retrouvée sur Internet, j'ai commencé à aller sur des sites, je sais pas, à Beau Hôtel, les trucs comme ça. Et puis très vite, il y a eu l'ascension des premiers youtubeurs, Norman, Cyprien, Natou, Hugo tout seul, Mister V, que j'ai suivi vraiment presque dès le départ. Ouais, c'est ça, j'ai vu que Norman, limite, tu regardais ses toutes premières vidéos. Ouais, exactement. Et donc, c'est vrai que quand j'ai découvert Internet et que je voyais les gens se filmer chez eux et tout, en fait, je me disais, bon, je suis pas en mesure de faire un clip, je suis pas en mesure d'aller m'enregistrer en studio et tout, je suis pas en mesure de faire un film, mais il y a quelque chose que je peux faire, c'est moi aussi me filmer et poster ça sur Internet. J'ai commencé à mettre mes premières vidéos sur ma page Facebook, ensuite j'ai créé ma chaîne YouTube, après il y a eu mon compte Instagram et là ça a commencé à prendre et j'ai trouvé un terrain d'expression qui était incroyable pour moi. J'avais la liberté et en même temps, voilà, je bâtissais mon petit empire. Je crois que je pouvais pas rester à l'école, rien faire. J'avais besoin d'avoir un truc à côté et là j'avais vraiment trouvé un endroit où j'étais vraiment épanouie. Mais je trouve ça fou qu'à 13 ans, tu te sois déjà dit « vas-y, je vais mettre des vidéos sur Facebook, sur Instagram, sur Vine ». Moi, à 13 ans, je me serais dit « mais je vais me ficha, les gens vont se foutre de ma gueule ». Ouais, mais c'est vrai qu'à cette époque, j'avais une mentalité et c'est vrai que après, il y a eu la puberté, l'envie de plaire aux garçons, l'envie de plaire aux filles, la volonté de s'intégrer et tout ça, je sais que ça m'a beaucoup touchée et ça a changé la manière que j'avais de penser et d'exister auprès des gens. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore tout ça et j'en avais rien à foutre de plaire aux gens ou d'être un peu dans les codes et tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire rire et voilà, et les gens qui m'aimaient bien, du coup ça me faisait un bien fou et en même temps ceux qui m'aimaient pas, j'essayais de pas trop regarder mais ouais, j'avais un truc un peu de je fonce tête baissée et puis on voit ce qui se passe et je me suis retrouvée très vite avec 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 personnes qui me suivaient, ça allait de plus en plus, des propositions qui commençaient à arriver et tout. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment hyper rapide comme ascension. J'ai même vu que Jérôme Jarre, tu l'as rencontré dans les tout premiers mois sur YouTube, quoi. Ouais. Raconte un peu cette rencontre. Quand j'ai commencé du coup à être sur Internet, je suivais beaucoup Jérôme Jarre qui était sur Vine à l'époque aux États-Unis. Il faisait beaucoup de contenu hyper drôle. Donc Vine, pour rappeler, c'était un truc de 6 secondes. Et donc je le suivais beaucoup. Et il a annoncé qu'il faisait une tournée en France pour rencontrer les gens qu'il suivait. Et à chaque fois, en fait, il annonçait le lieu, la ville. Il disait « Ok, je vais dans cette ville demain ». Et il annonçait le lieu, genre 1 heure avant et tout. Donc, il fallait être au taquet. Et là, j'étais là en mode « Ok, là, je peux pas rater, c'est mon idole, il faut que je le rencontre et tout ». C'était quoi? C'était une séance de dédicace? C'était un truc improvisé dans la ville. Et il était, ouais, genre meet-up, il faisait des photos, quoi. Ok. Puis, je sais pas, je commence à parler à des gens, faire des blagues. Je commence un peu à faire rire les gens, quoi. Je commence à faire mon petit spectacle dans le meet-up de Jérôme Jarre, puis j'oublie c'est qu'il est là. Et puis il me regardait, il vient me voir et il me dit vas-y, on parle rapidement, il me dit passe-moi ton téléphone, je lui donne le téléphone que j'avais, il me dit je peux avoir tes parents,
Oui, il appelle mes parents, il dit, il part loin dans une ruelle, il y avait plein de monde avec lui encore, il part loin, loin, loin. Donc j'ai jamais vraiment su ce qu'il avait dit, j'ai demandé à mes parents après. Et il avait dit, oui, votre fille, je l'observe depuis tout à l'heure et tout, elle a un vrai don, faut la laisser faire ses activités et tout, elle va aller très loin. Enfin bref, hyper bienveillant, hyper sympa. Il savait à ce moment-là que tu faisais des vidéos, etc. Oui, quand on avait un peu parlé, je lui avais dit rapidement que je faisais des trucs. Ok. Et depuis ce jour, il a toujours été un peu grand frère à m'épauler. Et on est toujours en contact aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui font constamment des vidéos sur Internet, etc. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait la différence pour toi? Parce que tu as fait une vidéo où tu donnais des conseils à l'époque. L'une de tes premières vidéos, tu disais aux jeunes qui veulent se lancer sur YouTube, faites-le, mais mettez votre touche d'originalité. Est-ce que toi, tu penses que c'est ce qui a fait la différence pour toi? Je pense que il y a toujours une part de mystère dans le fait d'être écouté ou vu. Et c'est vrai que sur YouTube, plus t'es vu, plus t'es vu. Donc voilà, le monde attire le monde. Et c'est vrai que ouais, je pense que ce qui a plu, c'était mon côté assez jeune. On peut facilement s'identifier à moi parce que je le montrais. Hein, je suis nantaise, je suis au collège, lycée. J'ai une vie complètement normale et on sent vraiment le côté un peu authentique. On sent que la nana, elle sort de cours, elle allume sa caméra, elle fait son truc un peu à l'arrache. Et je pense que c'est ça qui plaisait. Et effectivement, j'avais aussi un truc qu'il n'y avait pas trop à l'époque. Déjà, être une fille. Et en plus, faire de l'humour. Parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de filles, mais c'était plus des meufs qu'on voyait en youtubeuse beauté et tout. Donc il y avait ce truc un peu genre les mecs font l'humour et les meufs font les vidéos beauté. Donc j'avais aucune envie de faire des vidéos beauté. D'ailleurs la vidéo qui m'a fait connaître et vraiment c'est percer, les youtubeuses beauté. Ouais, la vidéo je me fous de la gueule un peu des youtubeuses beauté. Je pense que c'est aussi ce qui a plu quoi. C'est ça, tu avais 14-15 ans à l'époque et en fait ce que tu dis dans cette vidéo c'est hyper intéressant. Tu dis malheureusement, il n'y a pas de meufs qui font de l'humour sur YouTube et les rares femmes qu'on voit sur YouTube, elles font forcément des vidéos, beauté, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à réaliser pourquoi il y avait si peu de femmes qui faisaient des vidéos humour sur YouTube et pourquoi c'est encore un peu le cas aujourd'hui? Je pense que ça vient pas que des spectateurs. Je pense qu'il y a aussi la peur de se lancer parce que j'ai l'impression que quand tu es une fille et que tu t'exposes, tu es beaucoup plus susceptible d'être critiquée sur ton physique, sur ce que tu dis. C'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir une force un peu psychologique qui fait que quand je vois un message un peu dur, j'essaie de pas trop y faire attention. Mais forcément, moi, j'en ai eu des messages, elle est trop moche, elle fait pitié. Ou pareil, on disait, c'est la sœur de Seb Lafrite. Enfin, c'est forcément, t'es rattaché à un mec si t'es un peu connu. Du coup, je pense qu'il y a un truc vraiment de peur de s'exposer parce que quand t'es un mec, tu peux... Enfin, j'ai l'impression, hein, mais que tu peux faire des choses un peu plus instantanées et les gens vont vraiment écouter ce que tu dis. Alors que quand t'es une fille, j'ai l'impression que tu dois remplir un peu plein de critères et je l'ai ressenti plus en grandissant parce qu'il y a eu un moment, tu vois, hein, le step dans mes vidéos, il y a des vidéos que je fais à l'arrache, je suis pas coiffée et tout, je m'en fous et je suis à l'aise dans ma façon de parler. Puis à un moment, tu passes un cap, j'ai pas fait de vidéo pendant X temps, je reviens et là, tu vois, les cheveux lissés, toute maquillée et tout. J'articule un peu moins parce que je fais attention à ce à quoi je ressemble. Pendant mon montage, je suis là en mode « Ah, je suis pas belle quand je dis ce mot, on voit mon trou entre mes dents. » C'est trop con. Je faisais pas du tout attention quand j'étais plus jeune. Mais du coup, je pense qu'il y a cette peur de se montrer. Et après... aussi, cet accueil qu'on a, en général, des filles qui font de l'humour, ce truc un peu général de dire les meufs sont pas drôles. C'est marrant parce que tu dis que sur tes nouvelles vidéos, tu fais beaucoup plus gaffe à ta manière d'être, à ce à quoi tu ressembles. Pourtant, on pourrait se dire, vu que tu as traversé toutes ces années en t'en foutant, tu pourrais continuer à t'en foutre. Oui, c'est ça, j'aimerais bien. Mais en vrai, j'y travaille parce que je me rends compte que c'était une vraie force que j'avais quand j'étais jeune, de foncer, tête baissée, et de m'intéresser à ce que je fais et à faire rire les gens, m'intéresser aux autres. Et en même temps, tu vois, j'en ai envie aussi d'avoir l'air jolie, d'être appréciée aussi pour mon physique. Enfin, voilà, je ne veux pas dire que c'est que la pression sociale, parce que ça vient aussi de moi. Je pourrais vraiment me dire, je m'en contrefous. Mais voilà, je suis arrivée, j'ai des cheveux lissés, j'ai mis mon petit mascara. Parce que ça fait aussi du bien de plaire, parce que forcément, il y a quelque chose qu'on aime là-dedans. Moi,
c'est aussi que voilà, j'apprécie être regardée aussi parce que je me sens bien, ça m'aide à avoir confiance en moi et tout. J'aimerais j'aimerais pouvoir De temps en temps, lâcher un peu. ouais, et me détacher de ça et en tout cas que ça ait moins d'importance, quoi. Au niveau de tes vidéos que tu postais, ce que je trouve intéressant, c'est que tu en postais de temps en temps, tu n'avais pas vraiment de récurrence dans la manière dont tu postais les Et je vidéos. m'en foutais. C'est ça, tu t'en foutais, c'était vraiment chill. Même il y a des vidéos où tu trolls tes abonnés, tu dis ouais, je sors avec tel influenceur, au final c'est une vidéo qui n'a rien à voir. Enfin, c'était que pour délirer limite. Ouais. Et toi, tu voulais vraiment garder ce côté YouTube, c'est pas un loisir parce qu'il y avait un côté très pro dans ta démarche, mais quand même, c'est pour s'éclater. Ouais, c'est ça. Ben ouais, quand j'ai commencé, j'ai fait des vidéos. C'était un peu mon terrain d'expression, j'étais libre et les gens qui me suivaient au départ, je les voyais vraiment comme mes potes et ils étaient dans le même délire que moi. Et avec le recul, tu te dis pas, tiens, vu comme YouTube aujourd'hui ça a explosé, j'aurais peut-être dû en faire un peu plus un business. Si, bah en vrai, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire plus régulièrement. Voilà, je vois des gens comme des youtubeurs comme Inoxtag, Michou, qui sont des. Quand tu regardes leurs vidéos, tu as l'impression qu'ils sont tout le temps en train de kiffer, en train de rigoler et tout, mais c'est un vrai taf et c'est monstrueux tout ce qu'ils font derrière, le nombre de vidéos qu'ils filment par jour ou par semaine, et c'est hyper impressionnant. J'aurais pu rentrer là-dedans. Maintenant, je me rends plus compte. Je sais que je ne serais pas totalement épanouie si je restais que sur YouTube. Depuis que j'ai goûté au monde du cinéma ou au monde de la musique, j'ai envie de... C'est aussi des terrains d'expression qui me plaisent, parce qu'il y a un côté peut-être plus mature de raconter les choses qui m'intéressent dans ce domaine-là. Et à côté, j'ai envie de garder YouTube, ma chaîne YouTube qui a quand même presque 800 000 abonnés, c'est énorme. J'ai envie de garder ça, j'ai envie de continuer à nourrir cette chaîne et en faire un peu toujours mon petit jardin à moi qui est là avec les gens qui me suivent. L'une des fois où je trouve que tu as mis ton influence au service d'une chose hyper belle, c'est quand tu as mis la lumière sur le travail de ton papa, sur son livre en 2018. Ça faisait plus de 10 ans, je crois, qu'il travaillait dessus. Raconte un peu, depuis 10 ans, tu le voyais écrire. Ouais. Mon papa, c'est un héros pour moi. Parce que voilà, depuis que je suis toute petite, je le vois se lever à 5 h du matin, 6 h, bosser pendant 2-3 heures, écrire, et puis partir au travail, et se coucher, et recommencer tous les jours. Et aujourd'hui, il fait encore ça. Une journée sans écrire, il n'est pas bien, il est anxieux, il n'est pas bien. Et je lui dis, va écrire. Et donc oui, pour moi, j'ai eu un exemple incroyable avec mon père qui est acharné pour vivre son truc. C'est son truc à lui, l'écriture. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile comme quand on s'appelle Adèle et qu'on fait des vidéos sur YouTube et que ça marche et que le succès arrive comme ça un peu sur un plateau et que c'est incroyable. Voilà, on n'a pas tous cette chance-là. Je me rends compte que c'est une chance parce que voilà, je trouve ça un peu injuste. À côté, je me dis putain, mais mon père, ça fait 15 ans, 20 ans qu'il écrit sur ce bouquin et il n'a pas d'éditeur. Enfin, c'est tellement différent. Et je l'ai lu. Bon, après, je ne serai jamais objective parce que c'est mon papa, mais il a un vrai talent. Moi, c'est lui qui m'a transmis l'amour de l'écriture, des livres. Et donc, j'ai fait cette vidéo. J'ai dit à mon papa, je veux t'aider et tout. Et effectivement, je lui ai ramené quand même quelques acheteurs. Il était hyper fier. Donc, c'est chouette. Il a vendu tous ses exemplaires. C'est ce que j'ai vu, ouais, il est en rupture de stock papier. Ouais. Mais ce que je trouve en plus c'est hyper intéressant, c'est que ce livre parle de relations amoureuses de jeunesse, en fait, des amours de jeunesse, aussi des liaisons adolescentes, etc. Un peu comme Vidéo Club. Ouais, c'est vrai. Il y a un côté récit d'adolescence. Mon papa, il a écrit ce livre, c'est toute son enfance, il y a un côté très poétique. Et en même temps, il raconte dans les faits tout ce qu'il a vécu en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant que jeune adulte. Donc c'est vraiment le récit de sa vie, c'est ça. Et c'est dans ce bouquin. Et on a ce truc un peu commun où on a tous les deux une trace de notre existence en art, quoi. Et donc moi, c'est les chansons qu'on a fait avec Mathieu. Lui, c'est ce livre.
Et c'est vrai que mon père, il m'a toujours encouragée à écrire les choses, à transmettre, à convertir mes émotions dans la musique quand je suis mal, quand je suis triste, quand je suis énervée. Et, et ma mère aussi, parce que ma mère, elle est peintre depuis super longtemps, alors elle travaille à côté. Et ça, enfin, voilà, ils connaissent ça, ce truc de mettre une énergie, qu'elle soit heureuse ou triste dans l'art. Donc j'ai baigné dans un truc où j'étais encouragée à faire ça. Donc voilà, quand je suis énervée, quand je suis mal, mon père il me dit mais prends un stylo, va t'énerver sur ta feuille de papier, tu la jettes si tu veux, tu t'en fous. Mais voilà, ouais, convertis cette énergie. Coucou Adèle, comment ça va? Ça va très bien, et toi, comment tu vas? Ça va, je suis content de te retrouver. On s'était vu il y a quelques jours pour ton moonwalk. Ouais. Et là, je me suis dit que c'était cool de se revoir parce qu'il y a eu une énorme annonce. Il y a déjà eu le clip de SMS qui est sorti. Oui, exactement. C'est vrai que quand on s'est vu, j'en avais pas parlé parce que c'était en cours et que bon, c'était chouette, entre guillemets, que ça arrive d'un coup. Donc oui, effectivement, on a sorti le clip d'SMS avec cette annonce à la fin de, de notre séparation. Et non, en tout cas, ce clip, il était assez émouvant et fort pour nous deux. On avait vraiment envie de faire une espèce de rétrospective de ce qu'on a vécu ensemble, de ce qu'on a construit ensemble, cette aventure vidéo club, parce que même si c'est la fin de notre relation tous les deux, il y a notre bébé en fait qui est là et c'est incroyable parce que pour nous c'est gravé. C'est gravé dans l'histoire, il existera toujours cet album malgré tout. Et à la fin de ce clip, du coup, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qu'est-ce qui s'y passe? À la fin du clip, on annonce à travers un échange de messages un peu notre rupture. Et donc voilà, on l'a vraiment mise comme ça s'est réellement fait. Enfin, je veux dire, voilà, avec Mathieu, on est en très bons termes, on se parle encore très souvent. Enfin, voilà, on est conscient qu'on a vécu quelque chose de très fort, que ce soit sentimentalement parlant, mais aussi avec tout ce qui s'est passé. Je trouve que ça renforce encore plus l'importance de notre histoire. Et voilà, mine de rien, on a passé 3 ans ensemble en couple et en même temps en ayant un projet de malade mental qui a quand même assez bien marché. Donc ouais, non, c'était assez incroyable. J'ai vu les réactions des gens sur les réseaux sociaux, en commentaire sur YouTube. Ils étaient déprimés. Ouais, effectivement, j'ai bien reçu des messages de gens qui se filmaient en train de pleurer. Même des potes à moi qui m'ont dit oh non, j'ai l'impression de me faire larguer et tout. Et ouais, c'est vrai qu'en fait, les gens étaient assez attachés à notre histoire, à ce qu'on représentait aussi pour eux. Parce que bon, quand je pense qu'on rêve tout le temps de l'amour, mais encore plus quand on est jeune, voilà, il y a un peu ce fantasme de tomber amoureux. Et c'est vrai qu'avec Mathieu, on l'incarnait très bien parce que voilà, notre image, elle était très enjolivée, il y avait nos musiques, enfin voilà, c'était super romantique et on avait tous les deux 16 ans quand on s'est mis ensemble. Donc voilà, je pense qu'on était un peu ouais, des fantasmes pour certaines personnes, enfin un fantasme du couple idéal, évidemment, c'est un couple qui avait ses hauts et ses bas comme tous. Mais donc oui, il y avait des gens qui accordaient beaucoup d'importance à notre relation. Forcément, ça fait des déçus, mais je pense qu'il ne faut pas se dire que voilà, c'est triste. Je pense qu'il faut se réjouir de ce qui s'est passé et se réjouir déjà que cet amour ait existé, qu'il existe toujours. Je pense qu'avec Mathieu, on aura toujours beaucoup d'importance l'un pour l'autre, c'est évident. Et je pense que je ne me verrai pas dans ma vie ne plus jamais entretenir de lien avec lui, puisque il est très très important pour moi. Et non, oui, effectivement, ça fait beaucoup de déçus. Et la fin de votre relation, ça signifiait forcément la fin du groupe Vidéo Club aussi? On aurait pu essayer, mais je sais pas. Déjà, le groupe est né de notre amour. C'est les premières chansons qu'on a chantées, c'était des chansons d'amour. Et voilà, il y a des raisons aussi qui ont fait qu'on s'est séparés. Et je pense qu'on avait besoin tous les deux de plus forcément miser tout sur notre duo, sur notre couple, mais de prendre des chemins différents. Parce que mine de rien, à partir de 16 ans, on commence à avoir des rêves, à s'imaginer
un chemin, enfin toute notre vie on s'imagine un peu le chemin qu'on va prendre et puis on tombe amoureux et puis d'un coup tout est autour de nous et on partage tout ensemble et c'est vrai que c'est un peu, voilà, on met de côté aussi un peu notre idée de départ et je pense que c'était important pour nous qu'on revienne un peu sur nos chemins personnels. Et donc c'est pour ça que voilà, Mathieu il a très envie de composer pour d'autres artistes. Je crois qu'il va essayer de travailler sur un projet peut-être solo, je sais pas trop. Mais voilà, et moi aussi je ressentais le besoin de plus me diriger vers un projet solo. Et dans les SMS que vous échangez à la fin du clip, il te dit bonne chance pour les concerts. Ouais, Mathieu va pas pouvoir assurer les concerts avec moi. Mais on voulait quand même qu'ils aient lieu. Et donc, on s'est arrangé pour que je puisse faire les concerts avec deux autres musiciens, en pensant très fort à Mathieu. Évidemment, il aura toujours une place hyper importante dans nos cœurs, à nous et les musiciens et tout, parce que c'est quand même, il est à la base de la musique Vidéo Club. Et sur Twitter, tu as dit que tu commençais à travailler sur tes propres morceaux et que tu écoutais tes maquettes, etc. Ouais. Bah là, j'ai commencé, donc, à côté des répétitions pour les concerts de Vidéo Club, j'ai commencé à écrire, composer mes premières chansons et tout. Donc, c'est super excitant. Et en ce moment, je suis à Paris. Voilà, je fais de la musique en studio. Ça veut dire qu'on peut attendre un album, un single d'Adèle Castillon dans les prochaines semaines, prochains mois? Peut-être pas prochaine semaine, parce que j'ai vraiment envie de prendre le temps de bien faire les choses. Parce que, voilà, Vidéo Club, c'était très gros, c'était très beau et tout. Et je sais que voilà, on est un peu aussi attendu au tournant, Mathieu et Adèle, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire après Vidéo Club. Et voilà, j'ai vraiment envie que ça me ressemble, j'ai envie que ce soit parfait, parce que voilà, je ne pourrais pas me reposer sur Mathieu, là c'est vraiment que moi, et donc j'ai envie de prendre le temps de faire les choses bien. Mais effectivement, on peut d'ores et déjà se dire qu'Adèle va sortir un single dans l'année. Merci beaucoup Adèle. Ben, merci à toi. Est-ce que tu aurais un mot, une phrase à mettre en commentaire pour les gens qui ont regardé l'interview jusqu'à la fin? Oui, bien sûr. Attends, je réfléchis. Ok, je vais dire un truc qui me fait rire. C'est qu'il y a beaucoup d'étrangers qui écoutent nos musiques et du coup, ils se trompent parfois un peu dans les paroles. Et dans la première phrase, premier couplet de notre première chanson, c'est « Dans mon esprit tout divague », sauf que les étrangers disent « Dans mon esprit tout divers ». Ce qui ne veut rien dire. Donc, vous écrivez en commentaire « Dans mon esprit tout divers ». Tout divers, comment divers? D-I-V-E-R-S. Tout divers, genre, ça n'a pas de sens. Dans mon esprit tout divers, en commentaire pour ceux qui ont vu l'interview jusqu'à la fin. Merci encore, c'était un plaisir. Merci au Bar à Bulles qui nous a accueillis. C'était le Moonwalk d'Adèle Castillon. À plus. À plus.